Bonjour Guy Mettan. Bonjour. Bienvenue dans le studio de RT à Moscou. Vous êtes journaliste, politologue, écrivain. Vous êtes aujourd'hui à Moscou à l'occasion de la parution de votre livre en russe qui s'appelle « Russie-Occident, une guerre de 1000 ans, la russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne ». Est-ce que vous avez pu finalement voir d'où vient cette russophobie de l'Occident ? La réponse que j'ai trouvée, elle remonte justement au schisme religieux qu'il y a eu à partir du XIIe siècle, enfin du XIe siècle, entre le monde grec orthodoxe d'une part et le monde européen catholique d'autre part. Et c'est ce schisme qui, pour moi, explique la naissance de la russophobie. Et à partir de là, sont mises en place toute une construction idéologique, toute une propagande qui a cherché à disqualifier les Grecs orthodoxes et par la suite les Russes. Lorsque Constantinople est tombé, que les Ottomans sont arrivés au pouvoir, ces préjugés qui avaient été construits contre les Grecs se sont transposés sur les Russes, sur la Russie. Et on voit au fil de l'histoire toute cette progression qui passe de Constantinople à Moscou et qui se met en place évidemment avec beaucoup plus de force au moment où la Russie devient une puissance européenne avec Pierre le Grand, après Pierre le Grand et Catherine II. Mais dans votre livre, vous étudiez les cas où la Russie avait été attaquée par la presse sans que, à votre avis, ce soit justifié. Alors justement, la propagande anti-russe, la propagande russophobe occidentale utilise toujours le même canevas, toujours les mêmes arguments qui consistent à dire d'une part que la Russie est un despotisme, une tyrannie, une autocratie, un totalitarisme, ça dépend les époques, mais c'est toujours la même chose, d'une part, et que d'autre part, la Russie serait expansionniste, qu'elle voudrait s'emparer du monde entier, qu'elle voudrait conquérir des territoires, etc. C'est le discours de l'OTAN actuellement. C'est exactement le discours de l'OTAN actuellement. Mais ce discours, on le retrouvait déjà à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle. C'est comme ça que Napoléon a justifié l'invasion de la Russie en 1812-1813. Donc on voit qu'avec ou sans OTAN, le discours occidental est pratiquement toujours le même. Vous évoquez également dans votre livre le cas du conflit en Ukraine. Pourquoi, à votre avis, les médias occidentaux ont pris la position de l'Ukraine sans vraiment se soucier du point de vue russe? Oui, moi, c'est ce qui m'a déterminé à écrire ce livre, c'est-à-dire que j'étais révolté par la manière absolument unilatérale et partiale, qui est contraire à toute la déontologie journalistique, le manque d'objectivité de la presse occidentale à l'égard de la Russie. J'ai été frappé depuis 20 ans de voir la différence entre la réalité russe, telle qu'elle est vécue ici, avec tous les problèmes que connaît la Russie, toutes les imperfections, les défauts, enfin tout ce qu'on sait aussi de la Russie, mais qui est complètement à côté, complètement différente des explications, de la manière que la presse occidentale utilise pour parler de la Russie. Ça n'a rien à voir. J'ai vu les événements de Maïdan, j'ai été en Ukraine plusieurs fois, alors que l'Union européenne avait signé avec M. Fabius Steinmeier un accord avec le président Yanukovych. Le lendemain, on bafoue cet accord, qui prévoyait donc des élections, des nouvelles élections en octobre 2014, donc de façon tout à fait démocratique, concertée après un dialogue. On signe un accord, le lendemain, on s'assied dessus et on provoque le départ du président et les événements qu'on connaît avec la mise en place d'un pouvoir totalement illégitime, et sans qu'on dise rien. Et ça, je trouvais que c'était effectivement la négation du journalisme. Mais pourquoi justement, par rapport à l'Ukraine, il y a toujours cette complaisance ? Bon, pour une raison, à mon avis, très simple, c'est que l'Union européenne s'est engagée dans un projet complètement expansionniste. Comme elle n'arrive pas à faire une intégration, c'est-à-dire à approfondir, au fond, la construction de son projet, justement en créant des institutions communes, en essayant de démocratiser son fonctionnement, en essayant aussi s'intégrer culturellement, etc. Comme ce projet bute sur la résistance des États, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compense cette impossibilité en essayant justement d'être impérialiste et de conquérir sans arrêt de nouveaux territoires. Elle a absorbé les pays d'Europe de l'Est de façon trop rapide. La guerre d'Yougoslavie a été provoquée pour
d'effectivement casser la Yougoslavie et la faire éclater en un nombre de petits États qui étaient beaucoup plus facilement absorbables par l'Union européenne. Maintenant, elle s'engage dans des discussions avec la Turquie parce que les Européistes voudraient maintenant intégrer la Turquie dans l'Union européenne. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment possible? Je ne pense pas que ce soit possible, mais en tout cas, c'est l'idéologie officielle qu'a prise l'Union européenne qui devient totalement expansionniste et qui est soutenue militairement par l'OTAN, qui est le versant militaire de cette Union européenne impérialiste, au fond. Et donc, de pouvoir faire main basse sur l'Ukraine, de la détacher de l'univers culturel russe, qui est au fond sa tradition, puisque l'Ukraine, c'était la matrice historique de la Russie, eh bien, c'était une occasion, justement, d'agrandir son territoire et de favoriser cet expansionnisme. Donc, c'est pour ça que la propagande européenne est toujours favorable à l'Ukraine actuelle, enfin avec le régime actuel, est toujours défavorable à la Russie. Donc les Américains, M. Brzezinski, l'ancien conseiller du président Carter, a écrit noir sur blanc dans son livre « Le Grand Échiquier » en 1996, que les États-Unis devaient absolument faire main basse sur l'Ukraine pour casser la puissance russe en Europe, pour séparer l'Europe de la Russie. Vous pensez que ce concept est toujours suivi aux États-Unis? Ah non, mais je pense qu'il a justement été réalisé grâce... Il a voulu d'abord être réalisé avec la première révolution orange en 2004, ça a échoué, et ça a été mené de main de maître en 2014. Si vous lisez le rapport de Madame Victoria Nuland, la secrétaire d'État adjointe américaine, qui a déclaré devant le Congrès des États-Unis, c'est pas devant moi, hein, que les États-Unis avaient investi 5 milliards de dollars pour faire une révolution en Ukraine et qu'il fallait naturellement que maintenant il y ait un retour sur investissement. Elle l'a dit elle-même, hein, c'est pas une invention, on peut le lire. Mais ça, les médias occidentaux refusent d'en parler. Et c'est le problème. Si au moins on reconnaissait qu'on avait nos intérêts puis qu'on fait ça par pur pragmatisme économique ou par pur intérêt, ok, on n'aurait rien à dire. Mais non, on masque ça sous un discours droits de l'homme, égalité, valeurs universelles, démocratie, etc. Et on fait alliance avec les pires dictateurs de la planète. C'est ça qui est absurde. Et au fond, je crois que là, le discours occidental commence à buter contre l'opinion publique, de sa propre opinion publique, qui se dit « mais ça va pas, il y a quelque chose qui joue pas, on peut pas faire alliance d'un côté avec les pires dictateurs, puis après reprocher à la Russie ou au président Poutine d'être quelqu'un d'autoritaire. » Oui, on décore aussi les dirigeants de l'Arabie Saoudite avec la Légion d'honneur. Mais oui, mais c'est surréaliste quand on observe le fonctionnement. Et la presse, bon, moi je viens de la presse, mais... Et la presse qui applaudit à ce type de choses, la presse majoritaire, disons les grands journaux, mais je me dis, mais quelle honte! Mais en ce qui concerne justement les relations économiques entre l'Europe et la Russie, actuellement, il y a des débats concernant le démantèlement des sanctions. J'y crois pas, moi. Vous croyez pas? Non, je ne crois pas à la levée des sanctions pour deux raisons. C'est que actuellement, l'Allemagne et les États-Unis ne veulent pas de la levée des sanctions. Pourquoi? Eh bien, les États-Unis, bon, on sait pourquoi. C'est parce que tant qu'ils pensent que ça peut gêner la Russie, ils vont le faire. Puis eux, ils sont pas du tout affectés par les sanctions. Leur économie n'est absolument pas affectée. C'est seulement les Européens qui souffrent. Donc les Américains n'ont aucun intérêt à lever les sanctions. Il n'y a aucun dommage pour eux. Et puis les Allemands, eux, c'est pour une autre raison, c'est que l'Allemagne veut exercer le leadership en Europe, un leadership soft, disons un peu doux, et que le fait les sanctions sont une pièce maîtresse de ce leadership. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'avoir derrière eux tous les pays d'Europe de l'Est, Pologne, pays baltes, Roumanie, etc., Bulgarie, enfin tous les pays qui sont hostiles à la Russie se rangent derrière la bannière de l'Allemagne. Et ça permet à l'Allemagne d'imposer sa politique d'austérité à l'ensemble de l'Europe. L'Allemagne a besoin de ce support politique pour réaliser sa politique d'austérité au détriment de la Grèce, de la France et de la partie sud de l'Europe. Donc, c'est pour cette raison-là que l'Allemagne, quoi qu'elle dise, bien que
beaucoup d'hommes d'affaires allemands qui souhaitent la levée des sanctions, mais que Mme Merkel ne va jamais lever les sanctions, parce qu'elle a besoin du soutien de la Suède, Pologne, Pays-Bas, pour pouvoir continuer sa politique d'austérité. L'Allemagne n'est pas toute seule en Europe. Il y a notamment le Parlement ça lui donne une majorité. Oui, mais le Parlement français vient de s'exprimer sur la question, donc il se prononce... Heureusement, heureusement. Mais il se prononce justement en faveur de la levée des sanctions. Et puis il y a des ministres français qui se succèdent à Moscou en disant que nous sommes pour la levée des sanctions. Il y a eu Stéphane Le Foll, il y a eu Emmanuel Macron, il y a eu Jean-Marc Ayrault qui s'est dit aussi favorable à la levée des sanctions. Ils font rien. Ils viennent ici, ils disent qu'ils sont pour la levée des sanctions, puis en réalité, ils sont opposés au vote du Parlement. Le Parti socialiste, qui est actuellement au pouvoir, s'est opposé au vote du Parlement quand il y a juste 2 ou 3 personnes qui l'ont fait. Mais c'est que la France a totalement abdiqué son rôle son rôle important dans les relations internationales, dans la politique internationale, qui était une voie de l'indépendance, qui était au fond celle de De Gaulle, pour simplifier, mais aussi même un peu celle de Mitterrand, qui a un peu poursuivi cette tradition gaulliste, un peu de balancer ou de contrebalancer, d'être pas un contre-pouvoir, mais je dis un équilibre, de mieux équilibrer les relations internationales. Elle s'est totalement alignée, totalement soumise, et ça, c'est vraiment le grand regret. Donc vous pensez que les sanctions vont durer toujours ? Non, je ne pense pas que les sanctions vont durer toujours. Les sanctions vont durer jusqu'au moment où la Russie aura pu prouver qu'elles étaient totalement inefficaces. C'est-à-dire, pour moi, c'est-à-dire que les Européens et les Américains arrêteront les sanctions. C'est un peu comme en Cuba, pour l'affaire de Cuba. Les Américains... Ça a duré 60 ans quand même. Oui, ça a duré longtemps, Bon, avec la Russie, c'est quand même un plus gros morceau. Ça va durer, j'espère, en tout cas, beaucoup moins longtemps. Mais au moment où les Américains sont aperçus que les sanctions étaient totalement inefficaces et qu'elles avaient un effet contraire, et puis que l'économie de l'île, malgré toutes les difficultés, même la crise des années 90, 90, après la chute de la coopération avec l'Union soviétique, survivait, le régime de Castro survivait, ils se sont dit, mais non, c'est inutile, c'est la même chose ce sera la même chose avec la Russie. D'accord. Bon, je préfère terminer sur une note aussi optimiste. Merci beaucoup, Guy Métan. Merci à vous. Merci.